Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Et pour finir la semaine avec nous, Salim Naouda, secrétaire départemental de la CGTMA. Bonsoir. Bonsoir. Alors après le mouvement avorté de novembre dernier, vous voilà reparti, un mouvement qui a été avorté suite à l'instauration de l'état d'urgence. Vous voilà reparti en fait avec cet appel à la grève générale. En effet, le 30 mars prochain, l'intersyndicale sera de nouveau dans la rue. Un mouvement que l'on attendait, mais on ne sait pas comment ça va se passer. On en parle tout à l'heure avec vous. Plus d'éléments de réponse dans ce journal. Avec nous également sur le plateau Pierre Bellucci. Pierre, bonsoir. Bonsoir Una, bonsoir à tous. Avec vous, on parlera de laïcité, ce principe constitutionnel qui est par ailleurs l'un des fondements de la République française. Ici à Mayotte, comment celui-ci s'inscrit-il et quelle place prend-il dans le 101e département? Élément de réponse tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 26 février. Hier, un communiqué de l'intersyndicale constituée a annoncé la reprise du mouvement de grève générale pour le 30 mars prochain. Après 4 mois de trêve liés aux attentats du 11 novembre dernier et à l'état d'urgence, les syndicats estiment que l'État est loin d'avoir répondu aux attentes. Explication. La laïcité, une notion parfois floue qui constitue pourtant l'une des bases constitutionnelles de notre République. Ce matin se tenait une conférence au CUFR de Dembéni afin d'évoquer la place de la religion dans notre société, en présence de Julien Coire, maître de conférence spécialisé dans le droit des religions. Les vacances scolaires débutent ce vendredi soir. 2 semaines pour se reposer, se ressourcer ou jouir des charmes de l'île au lagon. Nous sommes partis à la rencontre de futurs vacanciers afin de connaître leur programme souvent chargé. Reportage à la fin de cette édition. En novembre dernier, le mouvement de grève générale avait été stoppé net par les attentats tragiques qui ont frappé le pays. Mais si l'état d'urgence vient d'être prolongé de 3 mois, cela ne fera pas reculer l'intersyndicale qui, à travers un communiqué publié hier, appelle à poursuivre la grève démarrée l'année dernière. Réunie hier pour faire un point sur l'avancée des revendications, l'intersyndicale a décidé de mettre fin à la trêve. Les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Si la grève générale a été coupée dans son élan par les tragiques événements du 13 novembre dernier, les syndicats continuent néanmoins de se structurer en vue des échéances à venir. À ce titre, le syndicat FSU forme actuellement ses adhérents aux droits des salariés grâce à la venue d'un membre du syndicat au niveau national. C'est une formation générale sur les droits des fonctionnaires et des agents de l'État, qui sont les mêmes en métropole comme dans le département de Mayotte. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, il y a beaucoup de retard dans beaucoup de domaines. L'idée, c'est aussi d'aider les collègues sur place à connaître leurs droits et à faire vivre ce qu'on appelle le dialogue social et tout au moins à leur permettre de faire respecter leurs droits et d'améliorer leurs conditions de travail. De son côté, le syndicat UNSA, qui n'a pas souhaité s'associer au dernier mouvement de grève générale, recevait également 2 représentants du syndicat national. Venu pour constater les problématiques locales, le secrétaire national a pu rencontrer de nombreux acteurs du département et s'apprête maintenant à alerter au niveau national. Nous, ce qu'on va faire, c'est interpeller le Premier ministre pour déjà lui demander qu'on mette en place les conditions, et c'est ce qu'on a dit au préfet, d'un audit et d'une mesure partagée de la réalité locale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va s'entendre sur la réalité des chiffres de l'immigration, la réalité des chiffres de l'insécurité, on va sortir de ce combat qui opposerait finalement ceux qui dramatisent à ceux qui sont plus modérés. C'est un accord de méthode qu'on propose, nous. Une fois qu'on sera d'accord sur les chiffres, je crois qu'il faut qu'il y ait un audit, mais qui dépasse les cadres institutionnels, pas uniquement les élus, les inspecteurs généraux, mais aussi la société civile, pourquoi pas les journalistes, pourquoi pas les associations, évidemment les organisations patronales, les organisations syndicales, un audit de la société en général. Si l'UNSA travaille pour changer les choses, du côté de l'intersyndicale constituée de l'UDFO, de la CGTMA ou encore de la CFDT, l'heure de relancer le mouvement de grève générale a sonné. En effet, selon les syndicats, le gouvernement n'a pas jugé utile de s'atteler aux préoccupations des salariés de Mayotte durant cette trêve liée à l'état d'urgence. Les syndicats qui étaient déjà en action, qui avaient appelé à la grève en novembre dernier, sont tous d'accord pour dire que
toutes les réunions qui ont eu lieu entre le mois de novembre et aujourd'hui n'ont pas abouti à quelque chose. Donc on s'est dit que de toute façon nous n'avons pas d'autre choix que de relancer le mouvement et on s'est mis d'accord pour le relancer à partir du 30 mars. Une grève générale, oui, mais sous quelle forme ? L'intersyndicale devrait se réunir la semaine prochaine afin d'en décider. Alors Salim Naouda est avec nous, on l'a dit tout à l'heure, donc vous êtes secrétaire départemental de la CGTMA. On parle de cette grève générale qui est annoncée prochainement le 30 mars, une grève qui avait été stoppée. Alors comment allez-vous vous y prendre plusieurs mois après ? Déjà bonsoir à l'ensemble de ceux qui nous regardent et qui nous suivent ce soir. Effectivement, il y a eu la suspension de ce mouvement et tout le monde sait la raison pour laquelle le mouvement a été suspendu. Parce qu'il y a eu des drames à Paris. Par respect des familles et de ceux qui ont été touchés par cette drame, on a fait le choix effectivement de suspendre le mouvement. Mais ce n'était pas pour autant que les revendications ont eu des réponses à cette période-là. Donc aujourd'hui, avec la situation que nous vivons en permanence dans les entreprises, dans l'administration, dans l'ensemble des services au niveau du territoire, nous avons été interpellés effectivement par les salariés qui nous ont dit qu'il est temps à ce qu'on réagisse parce qu'on ne peut pas, parce qu'il y a des textes ou des mesures qui sont prises au niveau national pour arrêter toute manifestation, que nous devons absolument suivre ça. Et cette période n'a pas non plus dit qu'il fallait stopper toute évolution sociale dans notre département quand on sait combien il est nécessaire à ce que ici, à chaque fois, on interpelle tous les pouvoirs du territoire pour que les choses avancent dans ce département. Donc la décision effectivement a été prise par l'intersyndicale suite à des échanges que nous avons eus avec l'ensemble de nos délégués, que ce soit dans le public ou privé, qui eux, ils ont dit qu'effectivement il est temps à ce qu'on réagisse. Alors pour ce qui est des revendications, sont-elles les mêmes ? Il y en a d'autres qui sont rajoutées, d'autres qui ont été enlevées ? Je pense que les revendications n'ont pas eu de réponse au mois de novembre. Ils n'ont pas eu de réponse. Toutes les revendications sont restées intactes. Parce qu'on nous avait promis des missions qui sont venues à Mayotte, missions des États généraux, qui sont venues à Mayotte. Mais malheureusement, ces missions, ils sont venus juste pour constater, pour prendre connaissance de ce que nous vivons, nous subissons tous les jours. Mais il leur appartient après de rendre le rapport. D'ailleurs, le rapport devrait être rendu au plus tard le 29 février. Et là, justement, nous avons profité de cette période de nous prendre en avance, justement, pour que ce rapport non seulement doit être rendu, mais que le gouvernement attende qu'il y ait des ententes, beaucoup d'attentes dans le département, et que par rapport à ces rapports, ces différents rapports qui seront rendus, qu'il y ait un fait qui soit suivi par la suite, mais ça soit pas comme d'habitude des rapports qui sont rendus après qui restent non appliqués. Alors pour ce qui est de la forme du mouvement, vous savez qu'on est toujours en état d'urgence, on le sera toujours le 30 mars. Comment allez-vous vous y prendre ? L'état d'urgence ne veut pas dire qu'il ne faut pas manifester. Mais il y a une forme de manifestation effectivement qu'il fallait, ou des conditions qu'il fallait respecter. Nous avons vu même au niveau de la métropole, il y a eu des grèves, des mouvements de grève, des rassemblements des salariés qui ont revendiqué des droits, qui ont revendiqué une évolution de leur situation ou ne serait-ce que défendre leurs emplois au niveau de la métropole. Donc à Mayotte, il n'est pas interdit. Nous allons aussi... Le contexte n'est pas le même. Le contexte n'est pas le même, mais ce n'est pas les syndicats qui ont créé le contexte de Mayotte. Je crois que chacun devrait rester à sa place et assumer pleinement ses responsabilités. Il y a l'État, les collectivités locales qui doivent assumer leurs responsabilités, et au niveau syndicat, nous assumons notre responsabilité vis-à-vis des droits des salariés et des agents publics de Mayotte. Merci beaucoup Salim Naouda. Un mouvement, on l'a dit, prévu le 30 mars prochain, un mouvement que l'on va suivre bien sûr sur KTV. Et on continue ce matin. Les représentants des sociétés Smart et MCG se sont une nouvelle fois retrouvés devant le tribunal administratif. Le délégataire Mayotte Channel Gateway réclame l'application de la décision de justice datant d'octobre dernier, obligeant le manutentionnaire historique à quitter le port de Longoni. Et de son côté, la Smart souhaite que les accords du 23 décembre soient respectés suite aux engagements pris lors du dernier conseil portuaire. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Cette matinée risque fort de jeter une nouvelle fois de l'huile sur le feu dans le conflit Smart-MCG.
Plus les semaines passent et plus les portes vers une sortie de crise se referment, en atteste l'audience qui s'est tenue ce matin au tribunal administratif. L'avocat de la société MCG nous en dit plus sur les origines de cette nouvelle bataille judiciaire. La société MCG a demandé la liquidation de l'astreinte qui a été prononcée contre la Smart, parce que depuis 4 mois, la Smart est présente sur le port sans aucun titre. Par ailleurs, nous avons développé le fait qu'il n'était pas normal que la société Smart puisse bloquer le port comme elle a fait pendant une semaine en janvier. La continuité de service public, qui est importante pour le délégataire qu'est MCG, doit être respectée. Alors que lors du dernier conseil portuaire, la société MCG s'était engagée à ne pas poursuivre les procédures judiciaires en cours, les récents événements ont semble-t-il changé la donne, même si pour l'avocate de la Smart, cette nouvelle audience ne fait que confirmer la volonté d'Idanel de récupérer la manutention au port de Longoni. Nous soutenons que nous avons signé avec MCG des conventions de partenariat et une convention d'occupation de domaine public le même jour, le 23 décembre, que cette convention n'est pas respectée. Et aujourd'hui d'ailleurs, MCG qui pourtant a signé ce document, qui nous a laissé quelques temps, mais très peu de temps, œuvrer sur les termes de ces conventions, vient de dire aujourd'hui qu'elles ne sont pas entrées en vigueur parce que ça ne l'arrange pas pour pouvoir elle-même réaliser les opérations de manutention au mépris des termes des accords que nous avions pris ensemble. Le délibéré a été reporté et le verdict sera rendu dans 2 semaines, même si dans les 2 camps, l'optimisme est de rigueur. Le tribunal va liquider l'astreinte, c'est-à-dire condamner la Smart en raison de l'occupation du port. Et puis le tribunal va également certainement rejeter la demande faite par la Smart d'annulation de la résiliation de la convention de partenariat. Je pense que nous avons des arguments qui devraient nous permettre d'obtenir satisfaction. Est-ce que ça résoudra tous les problèmes? C'est pas évident, mais on aura au moins avancé sur le débat judiciaire. Le débat judiciaire reprend à nouveau le dessus dans ce conflit. Rendez-vous désormais dans 2 semaines pour connaître un verdict qui risque fort de faire parler de lui. Alors Salim Laouda, on vous a vu réagir pendant la diffusion de ce reportage. Un sujet sur lequel vous aimeriez justement intervenir. Mais justement, il y a un grand souci dans ce département parce que nous avons l'intention ou l'impression aujourd'hui de croire qu'il n'existe aucun pouvoir à Mayotte à part le pouvoir financier. Parce qu'il est dommage et il est vraiment bizarre qu'un représentant de l'État au nom du préfet de Mayotte et un président du département le 23 décembre dernier, ils assoient les 2 parties pour signer des accords et que le lendemain, on dit que ces accords ne devraient plus s'appliquer. Donc, où est l'État à Mayotte? Où est le pouvoir du département à Mayotte? Donc ça, c'est la question que je me pose et j'espère que nous aurons une réponse dans les jours à venir parce que sinon, c'est Mayotte en général qui va partir en vrille et personne ne saura vers qui il doit s'orienter. Donc si l'État s'engage sur une démarche d'un accord et que le département aussi s'engage sur une démarche d'un accord et que le lendemain, le délégataire dit que ces accords-là, je ne les respecte pas, je n'en veux pas et que la justice doit les casser, si la justice va dans ce sens-là, effectivement, on aura aussi des soucis à Mayotte à faire croire que la justice pourra résoudre le problème de ce département. Et si la question n'est pas résolue, vous allez prendre parti pour... De toute façon, en tant que représentant des salariés, j'ai toujours accompagné les salariés, quelle que soit la situation. Donc nous allons continuer à travailler avec les salariés et que désormais, d'ailleurs c'est quelque chose que nous avons déjà commencé avant, nous allons continuer à travailler avec la CGT nationale et les autres syndicats qui seront de bonne volonté à ce que la situation ne soit pas résolue uniquement à Mayotte parce que ça devrait être une situation nationale. Merci beaucoup Salim Laouda. On continue ce matin. L'heure était à la réflexion au CUFR de Dembéni. En effet, Julien Couard, maître de conférence à l'Université de Toulon et spécialiste du droit des religions, y tenait un séminaire sur la place de la religion dans la société. Un sujet bien d'actualité dans le 101e département où plus de 90% de la population est de confession musulmane. Un reportage Adèle Laurent.
Venu ici pour assurer un enseignement sur les libertés religieuses et fondamentales, Julien Couard est tout d'abord revenu sur la notion de laïcité en termes juridiques. Ce principe, si vous voulez, d'un point de vue juridique, doit être analysé comme un principe de neutralité, en vertu duquel l'État, si vous voulez, ne veut pas privilégier une religion par rapport à une autre. Donc il les favorise toutes et il essaie, à l'intérieur même des structures de l'État, de promouvoir une neutralité parfaite, notamment pour ses agents. La République permet à toutes les religions de s'exprimer, quelles que soient leurs convictions, quelles que soient les doctrines, et à partir de là, tant que ça ne porte pas atteinte à l'ordre public, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ni anti-religieux ni athée, l'État laisse donc à chacun la liberté de pratiquer ou non une religion. Mais la notion de laïcité, dont le texte clé est la loi de séparation de l'Église et de l'État, dite Sacro-Sainte Loi de 1905, n'est pas si facilement acceptée partout. Et Mayotte constitue un cas particulier où la religion a encore un poids sur la société civile. Même si aujourd'hui la départementalisation essaie de faire en sorte que la loi de 1905 soit appliquée, on ne peut pas nier qu'il y a des réalités locales qui tiennent aux traditions de l'islam notamment. Et une de ces traditions concerne les cadis. En arabe, juges, ils ont un rôle particulier dans la société mahoraise. À l'origine, ils avaient un vrai pouvoir judiciaire, mais leur rôle a évolué. En effet, au même titre que les hommes d'église en Alsace, les cadis sont désormais employés par le conseil départemental en tant que médiateurs sociaux. Préservant la paix sociale en réglant les litiges de la vie quotidienne, les cadis remplissent un rôle important dans la société mahoraise. Mais avec l'application de la loi sur la laïcité, les cadis n'ont, aux yeux de la République, plus aucun pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, la République ne reconnaît plus de juridiction religieuse, disons. Donc seules les juridictions de l'État ont vocation à trancher les litiges, ce qui n'empêche qu'on ne peut pas nier le rôle social qui continue d'exister, notamment pour les cadis. L'acceptation de la laïcité n'est donc pas la même en fonction des particularités locales et culturelles des territoires. Et sur l'île aux parfums, où beaucoup de Mahorais souhaiteraient que l'islam ait une plus grande place dans la société, cette loi peine à se faire accepter. Alors Pierre, on va en parler. La laïcité, quel problème ce fondement pose-t-il aujourd'hui dans la République ? Alors, c'est une question vaste. Il y a beaucoup de problèmes qui tournent autour de la laïcité. Alors, effectivement, nous sommes une république laïque. C'est un fondement de notre république, la laïcité, depuis 1905 et cette loi de séparation entre l'Église et l'État. C'est-à-dire que la religion ne doit pas prendre le pas sur le politique. Il y a vraiment une séparation des pouvoirs. Ça reste dans la sphère privée, la religion, la croyance, la pratique de la religion également. Sauf qu'effectivement, on se rend compte dans notre société qu'il y a une sorte d'illusion d'optique avec cette laïcité. J'en prends pour preuve notre calendrier, qui est un calendrier chrétien, excusez-moi du lapsus, chrétien. Donc à partir de là, forcément, vous voyez, toutes nos fêtes, tous nos jours fériés sont des jours fériés chrétiens. Donc à partir de là, on le voit. Et puis on le voit aussi dans d'autres domaines. Donc c'est biaisé déjà dès le départ. Oui, effectivement, c'est biaisé. Et puis c'est compliqué aussi d'imposer ça à toute une société. Alors si on prend par exemple les modèles anglo-saxons, qui sont d'ailleurs de racines récentes plutôt protestantes, il y a une plus grande liberté de pratiques religieuses. On prend par exemple les États-Unis ou l'Angleterre, des villes comme Londres, des villes comme New York. Il y a de véritables quartiers, de véritables regroupements communautaires. On pense à Chinatown. Assumé complètement par les... Assumé tout à fait et accepté. Et en termes de vivre ensemble, en termes de cohésion sociale, ils ont beaucoup à nous apprendre. C'est-à-dire que les communautés vivent quelque peu recluses, elles ont leurs écoles. Il y a des écoles juives, il y a des quartiers juifs, il y a des quartiers chinois. Il y a Little Italy par exemple à New York, à Londres aussi, c'est le cas. Mais ils ont une faculté à vivre ensemble qui est plus... respect notamment. Tout à fait, dans le respect aussi, dans le respect de la pratique. En imposant la laïcité à l'ensemble de la société, c'est parfois nier un peu la religion. Et on le voit, ça crée des dissensions, ça crée des problèmes communautaires.
On peut prendre par exemple tout ce qui est voilà, la problématique du porc à l'école, dans les cantines. Voilà, il y a beaucoup de choses, le voile, toutes ces choses. Souvent en plus c'est vrai que ça se dirige vers la religion musulmane et ça crée aussi... il y a beaucoup de gens qui disent qu'aujourd'hui la laïcité est à l'origine de l'islamophobie, de l'antisémitisme, voilà, et même du racisme. Parce qu'effectivement, imposer ça, c'est compliqué. Alors après c'est un principe qui, dans son fondement, voilà, accepte tout en fait, et toutes sortes de religieux. Il y a 7 cultes en France, voilà, qui peuvent être pratiqués dans la sphère privée. Mais dans l'ordre du public, ça pose souvent un gros problème. Alors on a vu à Mayotte ici, on l'a dit, 90% de la population est musulmane. Alors comment la laïcité prend-elle sa place ? Alors justement, on voit aussi qu'il y a des particularités territoriales. En l'occurrence, à Mayotte, effectivement, la culture et la société n'est pas fondée sur cette laïcité. Et l'imposer, forcément, ça crée des problèmes. Alors, il y a des particularités locales. On le voit en Alsace, où effectivement, des hommes d'église sont des fonctionnaires d'État. Alors ça date d'avant 1905, bien entendu. Mais en tout cas, on le voit qu'aujourd'hui, ça perdure. Donc, ces particularités locales, on ne les prend pas en compte puisqu'on impose cette laïcité. Et effectivement, ça crée des dissensions. On a les cadis à Mayotte. Tout à fait, il y a les cadis qui ont un rôle très important et qui aujourd'hui veulent reprendre un rôle important, un rôle notamment de médiateur. Donc effectivement, le religieux ne peut pas prendre le pas sur le politique et je pense ne doit pas prendre le pas, mais parfois il faut peut-être une plus grande souplesse, surtout lorsqu'on est un pays où certaines religions sont quand même un peu plus acceptées que d'autres. Merci beaucoup Pierre pour cette intervention très intéressante. Et maintenant, on continue avec de la joie et de la bonne humeur. Voilà ce que nous proposent les petits écoliers de Mayotte qui continuent à célébrer leur carnaval. Et nous étions ce matin à l'école maternelle de Jardin-Fleury où les parents d'élèves n'ont pas été en reste non plus. En effet, ils étaient nombreux à profiter de l'occasion pour bouger au rythme de la musique traditionnelle de l'île au Lagon. Pour ce qui est des costumes et déguisements, tout le monde a mis la main à la pâte. Les enfants, les maîtresses d'école ou encore les agents des services des écoles maternelles. Autant dire que l'ambiance était au rendez-vous avec pour thème les fruits et légumes. Reportage Shakila Essouf et Leslie Vimné. Et tu es déguisé en quoi? En ananas. Et tu aimes l'ananas? Kiwi. Quel est votre fruit préféré? Déguisés en fruits, ces écoliers de la maternelle Jardin-Fleury ont fêté leur carnaval ce matin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas passés inaperçus dans les rues de Cavani. C'est joli? Un peu. Mais seulement s'il est en train de se déchirer. Tu aimes le carnaval? Oui. Pourquoi? Parce que je danse. On est parti et on est revenu. Et vous faisiez quoi? On faisait le carnaval. Et tu aimes ton carnaval? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a mes amis et tout le monde. La préparation du carnaval nécessite une organisation et un travail méthodique. Et au-delà de l'aspect festif, le carnaval permet aux enfants de voyager au rythme des musiques d'autres départements français. Pour pouvoir faire les costumes, on a pris environ une semaine pour les faire. Et comment ça se passait? Nous, les maîtresses et les ASEM, en fait, on a dessiné les fruits et les enfants ont mis la peinture. Alors, ce carnaval, c'est la concrétisation d'un travail qui a été fait pendant tout le premier trimestre et le deuxième sur la connaissance des fruits et des légumes. Voilà. Donc aujourd'hui, les moyennes sections, les petites sections défilent dans les rues, déguisées en fruits et légumes. Voilà. Et là, c'est combien d'élèves? Alors à peu près 150 élèves. Ouais, voilà, nous avons la moitié de la classe. C'est la musique de guyanaise que vous avez entendue. Je suis donc venue avec un CD de Carnaval de Guyane et donc j'essaie de faire partager, oui, moi je suis de la Guyane, j'essaie de faire partager ce moment-là avec les petits Mahorais. Parents d'élèves, maîtres d'école et enfants ont fièrement représenté leur école avec un spectacle de rue qui a animé le quartier. De quoi faire oublier le temps d'un défilé, les soucis du quotidien. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 26 février. Et c'est tout de suite dans l'actualité en bref.
Le feuilleton du port de Longoni continue, mais une bonne nouvelle se profile à l'horizon, l'ouverture d'une ligne maritime destinée au fret conventionnel. Mer Union est une ligne déjà existante dans l'océan Indien, mais qui jusqu'alors ne desservait que Madagascar via Wallexport, la Réunion via Steenweg et l'île Maurice. Mayotte fera désormais partie du circuit au départ d'Anvers via l'agence Déroudeur, localement exploitée par le transitaire François Marek. Spécialisé dans l'acheminement de marchandises diverses au départ de l'Europe, Mer Union offre un service régulier et assure les approvisionnements et les stocks des matières premières destinées à la construction ou autres projets. Selon François Marek, le fret conventionnel comporte de nombreux avantages, notamment un taux d'avarie moindre, une qualité et une régularité de service et un tarif compétitif. La première escale du bateau est d'ores et déjà prévue le 9 mars prochain. Les importateurs peuvent donc se réjouir car ils pourront très bientôt bénéficier d'une plus grande flexibilité. Le gouvernement doit publier prochainement un décret mettant en œuvre les contrats adultes relais destinés au public défavorisé. Consultés sur la question, les conseillers départementaux se sont prononcés favorablement lors de la dernière séance plénière. Les adultes relais assurent des missions de médiation sociale et culturelle de proximité dans le cadre d'un contrat d'insertion. Ce dispositif vise un double objectif, donner un cadre stable aux actions de médiation sociale et offrir dans une logique d'insertion des opportunités d'emploi aux adultes des quartiers prioritaires. Ces contrats peuvent être proposés par les collectivités locales et leurs établissements publics, les hôpitaux, les offices et organismes HLM, les associations ainsi que les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public. La mission de médiation sociale et culturelle assurée par les adultes relais à travers leurs actions menées auprès des habitants des quartiers prioritaires ne peut être que bénéfique pour Mayotte, dont le maintien et le renforcement du lien social sont aujourd'hui primordiaux. En janvier dernier, 15 locaux de rétention administrative avaient été créés, indiquant une fourchette basse de 2220 reconduites à la frontière, sans compter les personnes placées au CRA. En février, 12 nouveaux LRA ont vu le jour, soit un minimum de 1117 reconduites réalisées au bas mot. Le rythme ne faiblit pas puisqu'en 2 mois, plus de 4000 personnes ont été reconduites et 27 LRA ont été instaurés à la gare maritime de Dzaoudzi, à la gendarmerie de Pamandzi, ainsi qu'en zone d'attente au CRA. À ce rythme, le chiffre de 18 763 reconduites en 2015 devrait être largement dépassé. Quant à la problématique des arrivées, toujours aucun chiffre ne circule. Vive les vacances, voilà ce que l'on pouvait entendre aujourd'hui à la sortie de nombreux établissements scolaires de l'île. Les élèves mahorais vont ainsi entamer 2 semaines de vacances et bon nombre déjà leur programme en tête. Et si pour certains les vacances riment avec famille, pour d'autres elles riment avec liberté. Les associations vont comme chaque année se mobiliser pour s'occuper de la jeunesse en errance. Et s'il n'est pas donné à tout le monde de s'offrir un voyage, il reste tout de même de nombreuses autres options au niveau local. En atteste la large palette d'activités qu'offre l'île Lagon, entre cirque, balades en randonnée, plage et encore bien d'autres. Un reportage signé Shakila Issouf et Leslie Zimné. Entre copines, avec la famille ou en amoureux, durant la période des vacances scolaires, les plages de l'île se remplissent. Ces lycéennes qui viennent de terminer leur bac blanc s'empressent de retrouver des amis à la plage en petit air, histoire de prendre un bon bol d'air. Les vacances viennent juste de commencer là. On a fini notre épreuve de SVT là et là les vacances viennent de commencer. Là on va aller en petit air pour aller voir des belles choses. La plage par exemple, s'amuser un petit peu. Des fois on fait des randonnées avec des amis, on va dans nos villages. Des fois on fait des fiestas entre amis. Pour cette petite famille, ces vacances vont permettre d'aller assister au spectacle de cirque Zavatar à Mamoudzou, mais pas seulement. J'ai profité des vacances pour amener les enfants à la plage. Pourquoi pas aller à Jangwa faire un peu, parce que bon, il y a les chevaux là-bas, faire un peu de cheval. Et également aller au cirque Zavatar. Donc c'est une première pour eux. Donc c'est dommage qu'il n'y a pas les animaux, mais en tout cas on profitera de quelques spectacles qu'il y aura. Je veux voir le spectacle. Où ça? Au cirque. Ces 15 jours de vacances tombent à pic, tant les premières semaines de l'année sont souvent éprouvantes. L'heure des fameux voulés à la mahoraise a donc sonné, l'occasion de réunir la famille et tous les proches pour partager des moments uniques. Les jours de vacances, on a organisé un petit volet à Petit Air. Là, on va rester là-bas pendant normalement 3 jours. Là, je suis avec mes enfants, il y a ma femme qui va me rejoindre après.
Et là, on va essayer de faire nos mieux, d'essayer de passer des belles vacances et tout. On est toujours en famille, de toute façon la famille c'est important. Et il faut profiter avec la famille, il ne faut pas oublier que la famille c'est la plus belle histoire du monde. Et il faut essayer toujours d'être ensemble, être avec les familles, avec les amis, avec toutes les personnes qu'on aime. Et c'est d'ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez retrouver en rediffusion sur notre site l'infocoésie.fr et sur OM5. La suite des programmes tout de suite avec Ornella Perrine qui vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. À suivre juste après l'invité du temps de parole, Issa Abdou Issa. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Et demain, samedi et dimanche à 19h, ne ratez pas votre magazine, les rendez-vous de l'info. Excellente fin de semaine à vous sur KTV.